Les révolutions politiques, première partie. L'origine et le développement du libéralisme. Trois dates fondamentales à retenir. La Glorieuse Révolution, 1688-1689 en Angleterre. La Révolution américaine en 1776 et la Révolution française en 1789. La Révolution française est vue comme la victoire des idées libérales inspirées par les philosophes des Lumières. Le grand texte symbolique de cette victoire des Lumières est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 23, 24 et 26 août 1789. Être libéral signifie, selon le dictionnaire Littré, qui est favorable à la liberté civile et politique. Une définition tout à fait concordante avec celle de la philosophie des Lumières. L'origine du libéralisme se trouve également dans la Glorieuse Révolution de 1688-1689 en Angleterre et la Révolution américaine en 1776. En réalité, c'est plutôt cette dernière, enfin ces deux révolutions, on va dire, qui vont inspirer les révolutionnaires français, qui vont propager ces idées dans toute l'Europe. Or, dès le départ, toute une série de contradictions infirment l'idéal de liberté. Au départ, si on prend effectivement les grands pays libéraux, de part et d'autre de l'Atlantique, que ce soit l'Angleterre, précurseur, ou les États-Unis qui en sont issus, ce sont deux pays où l'esclavage et la traite des Noirs ont été très développés. Deux pays également qui ont eu un processus d'expropriation systématique et des pratiques génocidaires. Les Anglais aux dépens des Irlandais, qui ont été vraiment considérés comme une colonie d'exploitation par les Britanniques, et bien sûr, encore plus connu, en Amérique, les Indiens qui ont été exterminés par les Blancs. Aux yeux de Locke, le penseur libéral référence des Lumières, en effet, l'esclavage est défendable. L'esclavage, c'est quoi? Ce sont les captifs qui sont pris dans une juste guerre, en tout cas du point de vue des vainqueurs. Ils ont donc mérité de perdre la vie, à laquelle ils n'ont plus droit. Par conséquent, ils ont perdu aussi leur liberté. Et donc les esclaves, en effet, selon Locke, c'est le droit de la nature qui les soumet à la domination absolue de leur maître et à leur pouvoir arbitraire. On voit donc entre les idées de liberté politique, dont Locke est le grand précurseur, et les idées effectivement d'esclavage, une très très grande cohérence, puisque selon Locke, les gens qui ont perdu leur droit à la liberté deviennent effectivement ce qu'on peut appeler des esclaves. Et donc, évidemment, si dans les idées libérales du XVIIIe siècle, il y avait déjà ces contradictions, évidemment, dans les trois grandes révolutions libérales, anglaise, américaine et française, on va retrouver à la fois la revendication de la liberté, à la fois la justification de l'esclavagisme, même si pendant la Révolution française, il y a eu un court épisode contre l'esclavage, et également la décimation, l'anéantissement de ceux qu'on va appeler les barbares, ceux qui sont les ennemis de la Révolution ou qui occupent un territoire que l'on veut conquérir. Toutes ces idées se mélangent relativement de façon assez forte. Alors pourquoi ces contradictions? Parce qu'en réalité, on confond libéral et égalité, liberté, égalité. La structure d'un régime politique libéral est dès le départ en réalité inégalitaire. À l'aristocratie féodale et médiévale va succéder au XVIIIe siècle la puissance de l'aristocratie financière. Montesquieu définit l'aristocratie lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple. Et effectivement, chez tous les philosophes des Lumières, de Voltaire, en passant par Montesquieu, etc., on constate effectivement que le système est un système de représentation d'une partie du peuple. Un grand philosophe et médecin anglo-hollandais, Mandeville, qui est considéré comme un précurseur du libéralisme, on se situe là même avant Locke, on arrive en fait à cette conclusion qui va inspirer tous les libéralismes jusqu'à aujourd'hui. Pour que la société soit heureuse, il faut que la grande majorité reste aussi ignorante que pauvre. Autre citation, toujours de Mandeville, la richesse la plus sûre consiste dans la multitude des pauvres laborieux. Et donc quand on voit les inégalités sociales, évidemment, l'inégalité sociale est, dès le départ, justifiée et même favorisée pour le libéralisme.
qui a tout intérêt à ce que la grande majorité reste ignorante, reste pauvre, afin que la richesse reste uniquement dans les mains d'une partie, uniquement du peuple. Un schéma pour mieux comprendre ce qui change. Avant 1800, de l'époque féodale jusqu'à la monarchie absolue, l'aristocratie est aux commandes. Le pouvoir est entre les mains du roi, du souverain, dont l'autorité est attribuée à Dieu, à une origine divine. Il a à ses côtés la noblesse, les chevaliers, la cour, il a tous les pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir juridique. Il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de liberté d'expression, puisque tout se fait dans un cadre relativement fermé. Il y a donc une cassure entre le pouvoir et la masse. Après 1800, qu'est-ce que les révolutions américaines et françaises vont faire? Elles vont en fait limiter le pouvoir de l'aristocratie et instaurer les élections pour permettre au peuple d'exprimer sa souveraineté. L'autorité ne vient plus d'en haut mais d'en bas, on revient une nouvelle fois aux idées des Lumières. Le droit de vote est cependant restreint à la couche supérieure de la population. Et donc en réalité, le pouvoir se partage dans un plus grand nombre. Le sommet de la pyramide est plus élevé puisqu'il y a la classe notamment bourgeoise et riche qui peut effectivement participer au pouvoir. Un débat public commence à apparaître puisque là aussi avec les Lumières, il y a les journaux, il y a les cafés, il y a la diffusion des idées effectivement qui se fait. Mais cette sphère publique de débat fait que néanmoins la grande masse des gens n'ont pas le droit de vote, n'ont pas le droit de s'exprimer, ils sont coupés toujours de la sphère du pouvoir qui est au-dessus d'eux. Mais cette sphère du pouvoir a tout simplement grandi. C'est le seul changement en réalité qu'il y a entre avant et après les révolutions libérales. Et donc, qu'est-ce que le libéralisme? Le maître mot, bien sûr, du libéralisme est liberté, mais en réalité, ce sont plutôt les libertés. Il y a trois grandes libertés en réalité qui sont autorisées dans un régime libéral. C'est la liberté de commerce fondamentale, la liberté d'opinion, de débat public, et la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté face à la religion. Il s'agit en fait de ces fameuses libertés qui en plus commencent là où s'arrête celle des autres. C'est-à-dire que effectivement les libertés doivent tout de même être régulées, organisées par un État. Cet État doit rester néanmoins le plus faible possible pour ne pas nuire à la liberté des échanges, la liberté de commerce qui est supposée créatrice de richesse. Et donc, pour les libéraux, il s'agit de combattre trois choses. D'abord, l'absolutisme, le pouvoir de l'État, puisque l'État doit être faible. Il doit juste garantir la propriété privée, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse posséder effectivement un espace dans lequel exercer sa liberté sans être dérangé par celle des autres. Et donc, il faut néanmoins un État, c'est la seule chose que l'État doit garantir. Ensuite, les libéraux combattent aussi le corporatisme. Le corporatisme, c'est le fait que l'économie soit contrôlée, qu'il y ait des règles qui soient fixes, que les ouvriers soient protégés. C'était le système des corporations qui existait au XVIIIe siècle, qui permettait de réguler les prix, qui permettait de donner en fait une sécurité tout de même aux ouvriers, une sorte de garantie d'emploi. Mais tout ça doit être effectivement, selon les libéraux, détruit parce que il faut justement libéraliser les échanges et permettre au prix de varier, permettre la compétition économique qui va normalement créer les richesses et permettre à la société de se développer. Dernière chose contre laquelle les libéraux se battent absolument, c'est l'influence de l'Église. Surtout, on parle bien ici de l'Église catholique qui est une cible des Lumières, donc des libéraux dans les différentes révolutions, car effectivement la morale de l'Église catholique est contre l'argent, tout ce grand paradoxe de l'Église depuis le Moyen Âge. L'Église prône la pauvreté, les grands modèles en fait chrétiens de Jésus-Christ en passant par Saint François d'Assise sont des modèles en fait où l'argent est très mal vu et la pauvreté est mise en avant. Et donc forcément, cette morale ne va pas vraiment très bien s'accommoder avec la morale libérale dont justement là, on dit que l'argent est libérateur, que c'est grâce à l'argent qu'on peut construire les valeurs de la société. Alors, est-ce que révolution veut dire démocratie? L'historien américain Howard Zinn a analysé les trois étapes du processus révolutionnaire libéral qui va faire de sa propagande la propagande de la démocratie, qui va dire effectivement qu'il va installer un régime démocratique. La première chose à faire, c'est de mobiliser les classes défavorisées, leur énergie, leur sens de la révolte,
d'être mobilisés effectivement par des politiciens issus des classes supérieures et au plus grand profit de ces derniers. C'est le piège du mythe selon lequel la révolution et la démocratie sont le produit de l'intérêt commun d'un peuple parfaitement uni. On va retrouver cette mythologie, cette propagande dans toutes les révolutions, c'est-à-dire que la révolution se fait par le peuple. Or, quand on regarde réellement qui fait la révolution, on constate que souvent la révolution est menée par les élites. Alors la population, deuxième règle, c'est la guerre. À quoi va servir la guerre et la guerre interne ou la guerre externe? C'est effectivement qu'à un moment, la population risque de se rendre compte que la révolution n'est pas vraiment en sa faveur. Et donc, ceux qui veulent garder l'ordre social tel qu'il est en réalité, et juste un petit peu changer la pyramide, le sommet de la pyramide, ont intérêt à mobiliser, à discipliner les populations qui, au départ, ne veulent pas vraiment se ranger dans leur camp, en offrant effectivement ce que la guerre offre en apparence, c'est-à-dire les aventures, la récompense, etc. Et donc les pauvres vont se laisser entraîner dans une cause, ils vont se battre pour une cause qu'en réalité ils n'auraient fort bien pas pu nécessairement épouser. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour eux d'aller mourir pour défendre, entre guillemets, la liberté, puisqu'en fait c'est la liberté des plus riches, mais ils se font effectivement entraîner là-dedans. Pour ça, on a besoin effectivement de barbares, c'est-à-dire d'ennemis, sur lesquels détourner la colère des gens pauvres, soit à l'intérieur de la société, soit à l'extérieur de la société, pour effectivement détourner l'attention de la population. En plus, la terreur qui va être suscitée par ces guerres va maintenir la population dans l'idée que face à ces barbares qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il faut un gouvernement puissant, il faut un gouvernement fort pour protéger de ces véritables bêtes féroces qui attendent de nous égorger au coin de la rue. Donc ça va faire généralement une révolution tend toujours vers un moment, un épisode plus ou moins dictatorial. Troisième et dernière règle, c'est l'illusion du vote. Effectivement, si quelques personnes détenaient d'immenses fortunes et bénéficiaient d'une grande influence, si elles contrôlent la terre, l'argent, la presse, l'église, le système éducatif, mais comment le vote pourrait bouleverser en fait la structure sociale? C'est effectivement une grande fragilité, cette liberté, même lorsqu'on est vraiment dans une démocratie et lorsqu'il y aura le vote en fait au suffrage universel, ce qui ne va pas directement être le cas. Chaque pays comme la France et les États-Unis va connaître une très très lente évolution. Mais effectivement, à quoi sert la liberté de tout un chacun lorsque finalement le gouvernement repose sur les riches et les puissants? Au départ, les révolutionnaires américains notamment voulaient un régime efficace. Et donc, effectivement, ils pensaient que les affaires politiques et publiques, c'était trop sérieux pour être confié au peuple. Et donc, ils ont créé ce système représentatif, électif, c'est-à-dire où, en fait, on est dans notre situation actuelle, lorsqu'on regarde les gens qui sont élus en général dans les parlements jusqu'à aujourd'hui, dans nos systèmes libéraux et démocratiques, on se rend compte en réalité que ce n'est absolument pas représentatif de l'ensemble de la population, ce qui crée la remise en cause actuelle du système. Pour terminer, une démonstration de ces principes de révolution, avec l'exemple de la révolution de 1688-89 en Angleterre. En effet, le 22 décembre 1688, le roi Jacques II Stuart est chassé de Londres et s'enfuit sur le continent. Il se réfugie d'ailleurs à la cour de Louis XIV. Et cette heureuse et glorieuse révolution, comme l'appellent les Anglais, comme elle est nommée par les Anglais, se fait sans effusion de sang. Le roi s'est enfui et ça met fin aux dissensions religieuses et ça débouche sur cette fameuse monarchie parlementaire tant vantée par Montesquieu, John Locke, etc. Les causes véritables de cette révolution, c'est le fait que Jacques II, s'il était arrivé à son pouvoir absolu, ben, les élites parlementaires anglaises auraient perdu leur pouvoir. Libéralisme, oui, mais esclavage. À l'époque, les négriers anglais sont parmi les plus actifs, notamment le port de Liverpool est une plaque tournante. On l'a vu, Locke défend lui-même l'esclavage. Les barbares de l'époque, ce sont les Irlandais, majoritairement catholiques et vaincus à la bataille de la Boyne en 1690. Depuis le XVIe siècle, l'Irlande est une colonie anglaise où 80% de la population, les catholiques, sont soumis à un racisme et sont écrasés par la misère. Et en fait, le Parlement, c'est une nouvelle aristocratie puisque la Chambre des communes, en fait, est composée, élue par seulement 16 000 citoyens fortunés sur une population totale de 6 millions d'habitants. Un vent de liberté se lève en Amérique, où le rôle
fondamental et fondateur de la Révolution américaine. Quelques dates importantes. Le 14 mai 1607, fondation de Jamestown, la première colonie britannique en Amérique du Nord. Il y aura au total 13 colonies formées. Le 16 décembre 1773, à Boston, une manifestation contre la taxe sur les importations de thé dégénère, prend le surnom de Tea Party, qui se terminera en fusillade et qui est considéré comme l'élément déclencheur de la révolution des colonies contre le gouvernement britannique. Le 4 juillet 1776, l'Independence Day, est de la déclaration d'indépendance de ces colonies vis-à-vis du gouvernement britannique. S'ensuivra une guerre très longue qui se terminera le 19 octobre 1781 grâce à la victoire de Yorktown où les armées britanniques sont chassées d'Amérique du Nord. Il faudra néanmoins attendre 1783 pour qu'à Versailles soit signé le traité d'indépendance des États-Unis, reconnu officiellement. Il faudra encore 4 ans avant que les Américains, que les États-Unis se forment réellement et que la Constitution soit votée le 17 septembre 1787. La capitale fédérale des États-Unis, qui prendra le nom du général qui dirigeait l'armée durant la Révolution, Washington, est créée donc le 3 juin 1800. Les points positifs. La déclaration du 4 juillet 1776, où les 13 colonies affirment que les peuples ont le droit de résister à l'oppression et de changer de gouvernement, mais c'est l'affirmation du droit naturel et de la souveraineté populaire qui servira de référence pour toutes les révolutions par la suite. C'est la première république fédérale du monde moderne qui apparaît et qui devient pour les Lumières un nouveau modèle après la monarchie britannique qui va vite être déconsidérée suite à cette révolution américaine. L'Amérique devient le phare de la liberté guidant le monde. Point négatif, la révolution américaine n'est absolument pas une révolution sociale. En réalité, au départ, les troubles ne sont pas entre les Anglais et les colons, mais bien des troubles entre colons. La société coloniale était une société où les fermiers étaient écrasés par les dettes, où toute une série d'émigrés arrivés d'Europe vivaient dans des conditions de travail misérables, de vie et de travail misérables. De plus, il y avait 1/5 de la population qui était esclave et des tensions très nombreuses avec les Indiens, à qui de nouvelles terres étaient volées chaque jour. La Révolution, en réalité, est en conflit économique. L'Angleterre avait imposé aux colonies des règles strictes et protectionnistes. Le slogan des colons américains rebelles était « Nous ne voulons pas être traités comme des nègres ». La rébellion commence donc avec cette phrase très symbolique, d'une part avec une revendication d'égalité des droits avec les citoyens britanniques, et de l'autre en réaffirmant l'inégalité, même en approfondissant l'inégalité, puisque les colons se battent pour la défense de l'esclavage et attaquent les territoires indiens. La fin de la guerre contre les Anglais n'apporte pas la paix, les troubles reprennent, il y a des révoltes, des mutineries de soldats, des émeutes, l'exemple des régulateurs au Massachusetts. Finalement, la richesse des États-Unis a été sauvée par tous de la confiscation britannique, disent ces régulateurs, et doit être également partagée par tous. La colère populaire sera alors détournée sur les Indiens. Les élites de l'Est qui ont pris en fait toutes les terres de la bande côtière vont envoyer les pauvres, également en quête de terre, vers l'ouest. Ils vont détourner la colère du peuple contre les élites vers les Indiens. Les fameux pères fondateurs qui ont écrit la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis venaient tous de familles riches, blanches et protestantes. Ils étaient attachés à l'ordre social tel qu'il était, n'ont jamais voulu changer l'ordre social, dont l'esclavage par exemple qui était normal. Les premiers présidents des États-Unis sont tous propriétaires d'esclaves. Et il voulait surtout instaurer le libéralisme économique. La Révolution américaine a donc ouvert des portes du pouvoir à aucune nouvelle classe sociale. Ceux qui dirigeaient la révolte étaient déjà, dans leur majorité, membres de l'élite coloniale. Washington, le premier président américain, était l'homme le plus riche des 13 colonies. La Révolution française, mère de toutes les révolutions. Il y a en réalité 2 révolutions françaises. Une première révolution contre la monarchie absolue et ensuite qui va devenir parlementaire, et ensuite une deuxième révolution qui va mener à la République. Quelles sont les dates importantes de la première révolution contre la monarchie absolue?
le 5 mai 1789, épuisé par des conflits politiques et sociaux au sujet des impôts et des privilèges, le roi fait appel aux États généraux et rassemble des représentants des trois ordres, clergé, tiers-état et noblesse, à Versailles. Très vite, le tiers-état, où sont en fait principalement des bourgeois et non réellement la représentation du peuple français, ces bourgeois en fait demandent que les États généraux aient le pouvoir de changer les privilèges d'exemption d'impôts, ce qui n'est évidemment pas du goût de certains membres de la noblesse et du clergé, ni du roi. Et donc le 17 juin 1789, c'est la révolte politique du tiers-état, puisque les États généraux vont devenir Assemblée nationale, et le roi va finalement céder à cette réclamation d'égalité des droits par rapport à l'impôt. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille est bien sûr l'événement le plus connu de la Révolution française qui est mis en avant, alors qu'à l'époque il s'agit d'une émeute ayant dégénéré, la Bastille symbolisant à Paris le pouvoir du roi, et la Bastille contenant de la poudre nécessaire pour les fusils du peuple en armes, qui craignait en fait une réaction violente de la part du roi suite à ce qui se passait à Versailles. Il y a donc eu une psychose, une panique collective qui a entraîné la prise de la Bastille, qui n'a servi absolument à rien, mais qui a aussi provoqué une panique auprès des élites, des bourgeois, des nobles, etc., qui étaient à Versailles. Et donc le 4 août 1789, alors que dans toute la France, les châteaux sont attaqués, brûlés, un peu comme ce qui s'est passé à Paris avec la Bastille, on décide d'abolir les droits féodaux et de promouvoir l'égalité civile, l'égalité des droits, ce qui sera retranscrit en texte dans la fameuse déclaration du 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme. On s'attaque alors à une première cible qui est le clergé. Et on décide effectivement de confisquer les biens du clergé. On décide en juillet 1790 de la constitution civile du clergé. On fait du clergé le bouc émissaire de tous les problèmes de la France. Et on va évidemment transformer la monarchie absolue en assemblée législative. Or, le roi Louis XVI n'a jamais vraiment digéré ou accepté cette défaite de la monarchie absolue. Et il va tenter de fuir la France pour rejoindre certains nobles et ses frères qui avaient déjà fui lors de la fameuse fuite de Varennes. Il est arrêté en fait dans une ville qui s'appelait Varennes et est ramené à Paris, évidemment dans des circonstances où de plus en plus sa trahison ne fait aucun doute. Dans un contexte en plus de guerre, et j'y reviendrai, déclarée par l'Assemblée aux autres monarchies européennes, eh bien, la trahison de Louis XVI va entraîner le 10 août 1792 le renversement de la royauté suite à finalement ce qui va être la deuxième révolution française, la deuxième grande révolte populaire après la prise de la Bastille, c'est la prise des Tuileries, le palais où logeait le roi à Paris. La révolution et la chute de la monarchie entraînent la République, mais pour préserver cette République attaquée de toutes parts, cette République va se lancer en fait dans une politique de plus en plus qu'on va qualifier de terreur en exécutant tous les opposants, en commençant par le 21 janvier 1793 l'exécution de Louis XVI, pour être sûr qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Pour lutter contre les puissances ennemies et l'invasion de la France par les Autrichiens, les Prussiens entre autres, on va voter la levée en masse et mettre en place un tribunal révolutionnaire pour exécuter tous les traîtres. La République très vite devient une dictature avec la création du comité de salut public, c'est-à-dire un gouvernement de 12 personnes qui va tout gérer pour la France. Et les seuls modérés qui restaient encore dans l'Assemblée, ceux qu'on appelait le parti des Girondins, vont être arrêtés en 1793, le 2 juin 1793, ce qui va permettre d'aller de plus en plus vers d'abord la terreur et puis la grande terreur à partir de juin 1794. Finalement, cette terreur exaspère les Français et celui qui en était un des chefs, Robespierre, va chuter le 27 juillet 1794 et être remplacé finalement par un gouvernement toujours républicain, mais qu'on va appeler à partir de là le Directoire. 5 directeurs vont diriger la France. Ce même gouvernement va lui-même s'effondrer sous la pression finalement d'un organe qui était devenu très important pendant la Révolution, qui était l'armée, et un des généraux de cette armée, le général Bonaparte, va s'emparer du pouvoir lors d'un coup d'État le 9 novembre 1799, 18 Brumaire en calendrier révolutionnaire. Quels sont les points positifs de la Révolution française? Il y a bien sûr l'ampleur de la mobilisation populaire, la profondeur des transformations politiques, sociales et culturelles et le rayonnement dans le monde et l'expansion en Europe de ces idées révolutionnaires. Les idées des Lumières ont vraiment effectivement été propagées par cette Révolution française, comme les droits de l'homme, le suffrage universel, la politique sociale, la sécularisation, c'est-à-dire la fin du pouvoir du clergé, l'abolition de l'esclavage,
Au départ, c'est une révolution bourgeoise contre la noblesse et le clergé, et puis ça devient une révolution populaire. Avec cette question en permanence, à partir du moment où le peuple se révolte, euh, la révolte qui se radicalise et qui va de plus en plus loin, comment l'arrêter finalement cette révolution populaire? Condorcet est un des grands personnages de cette révolution, puisque c'est un des seuls d'ailleurs qui va mettre en avant le fait que la révolution n'est pas terminée, puisqu'il reste effectivement 50% de la population qui est privée de ses droits, c'est-à-dire les femmes. Et les femmes apparaissent dans le débat public avec la Révolution française. Olympe de Gouges avait d'ailleurs écrit une déclaration des droits des femmes également, et elle disait qu'une révolution ne serait pas vraiment une révolution tant que les femmes et les hommes n'auraient pas l'égalité des droits. Les points négatifs, c'est bien sûr la violence politique. La révolte populaire va en fait retourner la violence de l'Ancien Régime. Pendant toute la monarchie absolue, il y avait eu les tortures, les exécutions publiques, et ça va se retourner contre l'autorité publique. La Révolution française baigne dans le sang, 100 000 victimes de massacres et d'exécutions, 16 594 guillotinés, dont 2 500 à Paris, 20 000 à 30 000 fusillés, 20 000 à 50 000 victimes en Vendée, des troupes révolutionnaires. La Vendée s'était révoltée contre la République. Il y aura entre 2000 et 9000 noyés dans la ville de Nantes, donc noyés forcés. La révolution est conduite et menée par le ressentiment, c'est-à-dire non pas par la raison, mais par la passion. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vengeance collective qui va s'exercer contre les ennemis du peuple. Les aristocrates, les prêtres et les catholiques vont être victimes effectivement de violences politiques. En 1792, le roi Louis XVI a voulu la guerre parce qu'il espérait en finir avec la Révolution en appelant finalement d'autres monarques pour écraser les révolutionnaires. Et Brissot, les Girondins, avaient voulu la guerre pour en finir avec le roi. Finalement, les deux courront à leur perte à cause de cette guerre. Cette guerre contre les puissances européennes durera jusqu'en 1815, elle va dévaster l'Europe. C'est aussi l'échec de cette guerre en 1792-1793 qui va amener Robespierre et les montagnards au pouvoir, et c'est eux qui vont encourager la violence en disant que la violence du peuple, ce n'est qu'une justice sociale. Et donc la terreur mise en place par le comité de salut public, c'est du terrorisme en fait d'État, c'est imposer la révolution de l'égalité par le sang. C'est en fait une guerre civile permanente, la Révolution française. C'est une guerre intérieure au nom du despotisme de la liberté. Donc on va utiliser la violence et la dictature pour imposer la liberté. Quel grand paradoxe. Et tout ce sang versé, toute cette violence n'a finalement pas changé le quotidien du peuple. Sous la monarchie absolue et la noblesse, le peuple était comme un esclave, un serf, et il va devenir ouvrier dominé par la bourgeoisie. La misère en fait a continué. On a confisqué les biens du clergé. On a gagné de l'argent grâce aux guerres, surtout à partir des victoires qui viennent, notamment celle du général Bonaparte, mais ça ne va profiter en fait qu'à la bourgeoisie. Le libéralisme, c'est un régime dans lequel finalement le marché fait la loi et triomphe, ce que les Grecs appelaient la plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux mains des riches. Il y a eu une petite parenthèse de république démocratique et sociale, plus égalitaire, 1792-1793, après une monarchie libérale totale entre 1789 et 1792, qui va finalement retourner au libéralisme avec une république libérale, ce fameux directoire 1795-1799. Donc c'est la grande victoire du libéralisme à la Révolution française.